nous sommes donc en direct depuis la Tjarnergut à Berne, à l'occasion du Salon du Livre Anarchiste qui a cours depuis hier et jusqu'à demain inclus, dimanche 26 septembre. Alors le Tjarnergut, ça se situe où ? Eh bien c'est à la rue Waldmannstraße 17a. C'est une maison de quartier en fait très jolie, très comme ça pittoresque, bleu et jaune, avec tout ce qu'il y a dans une maison de quartier. Il y a surtout une équipe d'organes qui est fantastique et auquel on tient vraiment à dire merci pour l'accueil et pour toute l'aide apportée. Et voilà, donc les personnes qui souhaiteraient se rendre au Salon du Livre demain, dimanche, puisqu'il est opérationnel de 10h à 18h, eh bien, il suffit de se rendre jusqu'à Berne en train à la Hauptbahnhof, à la Bahnhof, et puis ensuite de prendre le tram numéro 8, direction City West. Et puis à l'arrêt, il y a un arrêt Tjarnergut. Et là, en fait, il suffit de traverser la rue. En face à gauche, à 10 mètres, eh bien, il y a le Tjarnergut. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, si pour la personne qui souhaiterait avoir quelques informations concernant le programme, le site internet, c'est buchermesse.ch. buchermesse.ch. Voilà, alors... donc voilà, on tient vraiment à remercier cette équipe d'organisation fantastique et on est ravis de faire ce live qui va commencer officiellement maintenant avec une petite introduction que je me prépare à faire. Alors, on y va. La revue, organe du Parti démocratique et fédéraliste vaudois, parue le jeudi 15 mars 1906. Aux mines de Courrières, Lens le 15 mars. Le travail de sauvetage a duré toute la nuit de mardi à mercredi à la fosse 2. 35 cadavres en pleine putréfaction ont été retirés. 100 cadavres ont été amenés à l'appareil d'accrochage et sont prêts à être remontés. Le travail est rendu difficile par l'odeur épouvantable qui règne au fond de la mine. Lens, toujours le 15 mars. En raison de la putréfaction des cadavres, le fond de la mine est presque inabordable et les sauveteurs hésitent à continuer. À la fosse 2, on a reconnu 22 cadavres. Le total des cadavres retirés est jusqu'ici de 222. On a retrouvé 105 corps, les uns près des autres, à 440 mètres dans la galerie. Ils ne seront exposés qu'une heure avant d'être enterrés. Lens, le 15 mars, le travail a continué toute la journée de mercredi à la fosse 2. On a réussi au commencement de descente à la fosse 3. On a réussi un commencement de descente à la fosse 3. Les sauveteurs ont vu un amoncellement d'au moins 300 cadavres carbonisés. Et enfin, toujours Lens le 15 mars, la grève des mineurs touche plus particulièrement le secteur à l'est de Lens. On craint en haut lieu que la grève ne prenne une extension nouvelle aujourd'hui. Le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais va essayer de canaliser le mouvement gréviste en cours du congrès qui se réunit ici aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour la petite introduction un petit peu brutale. Maintenant, le contexte. Alors, en 1906, le 10 mars, une épouvantable tragédie advient au fond des mines de Courrières dans le nord de la France. L'on dénombrera 1099 cadavres, plus en réalité, et quelques avancées sociales telles le congé hebdomadaire arraché par la classe ouvrière aux patrons malfaisants. Cette histoire occultée en dit long du cynisme prédateur et assassin des patrons et des valeurs de solidarité en face de la classe ouvrière, les mineurs et leurs familles dans ce cas. Alors, pourquoi ressasser le passé ? Eh bien, une des aspirations à Libre Radio et au CLS, au Cercle de lecture sociale, c'est de fouiller, de débusquer une histoire sociale combative occultée. L'on postule que si celle-ci était relatée et installée dans nos mémoires, ainsi outillée, jamais de nombreuses concessions ni reculades n'auraient cours. Par exemple, l'on célèbre des figures patriarcales, autoritaires, sous couvert de quelque héroïsme va-t-en-guerre au détriment des luttes collectives, méconnues et réprimées qui ont conduit et continuent d'arracher des morceaux de dignité et de progrès social. Ce passé-là, confisqué, participe selon nous de la constitution de nos esprits critiques et les pratiques qui les accompagneraient. L'odonymie et la statuaire publique, l'odonymie c'est les noms des rues et des lieux, sont des enjeux centraux. Les histoires opérationnelles et leurs conséquences sur nos imaginaires, nos univers et notre écosystème aussi. À l'inverse des stratégies de division ou de déni, souvenons-nous et recouvrons le monde tel que l'on veut le façonner. Alors, pour recouvrer la mémoire, pour l'histoire sociale combative, pour ne jamais plus concéder ni reculer,
rejoint le CLS. On a notamment un canal Telegram et la page dédiée avec ces liens se situe sur www.libradio.org et à droite la rubrique Live et CLS. Quelles sont nos intentions ? Il s'agit ici d'un travail mémoriel, certes, mais avant tout, plus qu'un hommage, ce sont les cris tues des luttes écartées, des souffrances innombrables. Et ce sont encore et toujours celles et ceux qui payent un si lourd tribut pour un devenir collectif meilleur. Alors nous dédions ces mots à votre mémoire, à vos existences écourtées, à vos sacrifices inconditionnels, à vous, compagnes et compagnons mineurs, un instant de silence et de colère, et vive l'anarchie, et vive la révolution sociale. Voilà pour l'instant de silence. Les faits. Alors, on va recouvrir rapidement les faits, et puis ensuite nous enchaînerons avec 4 ou 5 textes de sources que l'on nommera, donc des sources d'époque, de journaux suisses et français qui ont traité l'affaire. Alors les faits, quels sont-ils ? La nuit du 6 au 7 mars 1906, un incendie se déclare dans la veine Cécile, donc dans les mines de Courrières. Ça se situe à moins 326 mètres. Ce sont des mines de charbon et notamment de houille. Le 8 mars, à 1h du matin, il est décidé de construire une estoupée, c'est une cloison de pierre sèche, longue de 3 mètres, afin de condamner la galerie qui est incendiée. À 6h34, le samedi 10 mars 1906, un coup de poussier. Alors, le coup de poussier, c'est en fait des microparticules qui sont en suspension dans l'air et qui sont extrêmement explosives. Alors, un coup de poussier d'une rare violence ravage en quelques secondes 110 km de galerie. 1664 mineurs et galibots, les galibots ce sont les jeunes mineurs, les enfants âgés de 14 à 15 ans, étaient déjà descendus dans les fosses 2, 3 et 4 et 10, dont les zones de travail étaient situées à une profondeur variant entre 330 et 340 mètres. Dès 6h30, des employés aperçurent cette fumée noire sortant de la porte du moulinage de la fosse numéro 3. Et voilà, c'est quelques minutes plus tard qu'une déflagration ébranla le puits numéro 4. La chaleur causée par l'explosion transforma les galeries en une véritable fournaise. Et la déflagration associée balaya tout sur une distance de 110 km. Ensuite, les gaz méphitiques se répandirent dans les galeries. La déflagration fut si forte que des débris ainsi que des chevaux furent projetés à une hauteur de 10 mètres sur le carreau de la fosse numéro 3. Le 11 mars, à 22h, on donna l'ordre de stopper définitivement les travaux de sauvetage. Un bilan du sauvetage des fosses 2 et 4 est dressé. Après 2 jours et 2 nuits d'efforts, on ramena 25 survivants et 43 cadavres. Quelques sauveteurs disparurent pendant ce sauvetage. Alors la gestion de cette crise par la compagnie minière fut largement critiquée. On accusa l'entreprise d'avoir fait passer la sécurité des mineurs après la protection des infrastructures, en particulier en prenant la décision de murer les galeries et d'inverser l'aérage pour extraire la fumée et étouffer l'incendie au lieu de faciliter le travail des sauveteurs en leur envoyant de l'air frais. De plus, les 3 premiers jours, les corps extraits de la mine ne furent pas présentés aux familles pour identification. Quand celle-ci devint possible, elle ne fut ouverte qu'un seul jour. Les familles durent ainsi passer en une journée devant les 1000 corps pour identifier leurs proches. Aucun responsable de la mine ni aucun fonctionnaire ne donna non plus d'informations aux familles. Enfin, les veuves furent obligées de quitter les corons. Les corons, ce sont les logements des fonctions des mineurs. Les obsèques se déroulèrent le lendemain, sous une tempête de neige. Un grand nombre de corps sérieusement brûlés ne purent être identifiés. Ils furent ensevelis dans une fosse commune, appelée le silo, afin d'éviter toute épidémie. La cérémonie se déroula à la va-vite, provoquant colère et amertume. Huet, l'ingénieur en chef et le directeur de la compagnie durent quitter le cimetière. L'émotion qui s'ensuivit et la polémique sur la gestion des secours sont à l'origine d'un vaste mouvement de grève. Le 13 mars, lors des obsèques des premières victimes, à la fosse commune de Billy-Montigny, sous une tempête de neige, en présence de 15 000 personnes, le directeur de la compagnie est accueilli par des huées et des assassins et doit rapidement partir. La foule scande « Vive la révolution, vive la grève !» Le lendemain, les mineurs refusent de redescendre au fond. Les syndicats appellent à une grève qui s'étend aux puits environnants. Le mouvement s'étend à tous les bassins miniers français et se développe jusque dans le Borinage en Belgique. Le 16 mars, 25 000 ouvriers sont en grève, chiffre qui monte jusqu'à 60 000. Les incidents se multiplient entre grévistes et non-grévistes, mais aussi entre les partisans du vieux syndicat, mené par Émile Basly, et le jeune, dont on parlera dans les articles, et le jeune syndicat affilié à la CGT, et mené par Benoît Broutchou, anarcho-syndicaliste. Face aux mineurs en colère, Georges Clemenceau, alors ministre de l'Intérieur, mobilise 30 000 gendarmes et soldats et envoie 13 trains de renforts militaires. De nombreuses arrestations ont lieu. La colère des mineurs est renforcée par la découverte tardive des rescapés. On va revenir sur ce mot. Les secours ont manifestement été abandonnés trop tôt et la compagnie de courrier est accusée de vouloir enterrer vivantes les victimes.
La grève se durcit et un officier de l'armée est tué le 23 avril. Alors, la postérité. Le 30 mars, soit 20 jours après l'explosion, 13 rescapés. Et c'est pour ça que l'on a ce soir allumé 13 bougies plus une. 13 rescapés réussissent à retrouver le puits par leurs propres moyens, après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. La 14e bougie, fut retrouvée 4 jours plus tard. La catastrophe provoque une crise politique et un mouvement social qui débouche sur l'instauration du repos hebdomadaire. Un jour par semaine doit être congé. À la fin du mois, malgré la répression et le manque d'argent des familles des mineurs, le patronat concède également des augmentations de salaire et le travail reprend début mai. Après la catastrophe, et on en finit avec ceci, la langue française s'est enrichie d'un mot nouveau d'origine picarde, rescapé, largement repris dans la presse et qui a supplanté réchappé. À l'époque, on employait le mot échappé pour désigner celui qui est sorti indemne d'un accident. En ch'ti, échappé se dit escapé. La presse inventa le mot rescapé, passé aujourd'hui dans le langage courant. Alors, pour en finir, la tragédie, fait officiellement 1099 morts sur près de 1800 mineurs descendus ce jour-là, mais le bilan réel est probablement supérieur en raison de la présence des travailleurs irréguliers, dont le décès n'a pas été imputé à cet accident. Pris au piège, la plupart des ouvriers sont morts asphyxiés ou brûlés par les nuées ardentes ou de gaz toxiques. En fin de journée, seulement 576 mineurs étaient parvenus à s'échapper de la catastrophe. À ce bilan doit encore être ajouté le décès d'au moins 16 sauveteurs qui interviennent dans des conditions de sécurité et d'hygiène précaires. Pour en terminer, nous allons nommer, énoncer les noms des 13 rescapés. Pierre, tu commences ou je commence ? Vas-y. Je commence. Léon Boursier, 19 ans. Louis Castel, 22 ans. Honoré Couplet, 20 ans. César Danglot, 27 ans. Albert Dubois, 17 ans. Élie Lefebvre, 38 ans. Victor Martin, 14 ans. Henri Nény, 39 ans. Romain Noiret, 33 ans. Charles Pruvot, 40 ans. Et son fils, Anselme Pruvot, 15 ans. Léon Van Oudenhove, 18 ans. Et Henri Vattier, 27 ans. Un 14e survivant. À toi. Auguste Berthoud, mineur à la fosse numéro 4 de Salemine, retrouvé le 4 avril. Voilà. Alors, voici pour l'introduction. Les sources, comme elles sont nombreuses, ce sont différents journaux suisses et français de l'époque, autour du mois de mars-avril, que ce soit des quotidiens ou des hebdomadaires. Eh bien, ce sera un petit peu fastidieux de tous les énoncer, mais on mettra tout ça au libellé du podcast. Et je pense qu'on peut y aller avec les lectures. C'est Pierre qui commence. Alors à toi la parole. Le Grütli, organe central du Parti socialiste suisse, journal du 16 mars 1906. Catastrophe de Courrières. Un effroyable malheur s'est produit à quelques heures de Paris, dans une mine du Pas-de-Calais, celle de Courrières. Le 10 mars, à 6h30 du matin, peu après la descente des mineurs dans les puits, une explosion se produisit et le feu éclata dans les galeries où étaient occupés 1800 ouvriers. Le feu se propagea avec une stupéfiante rapidité. Quelques minutes plus tard, en effet, on voyait des panaches de fumée s'élever au-dessus des puits, et peu après, des gerbes de flammes jaillir. La mine était en feu. L'alarme fut aussitôt donnée, mais déjà tout sauvetage était devenu inutile, car par les nombreux puits transformés en immenses cheminées d'appel, les flammes jaillissaient intenses. Tandis que par les orifices voisins, non encore atteints par l'incendie, on tente de sauver les mineurs emprisonnés dans la mine, le bruit de la catastrophe se répand dans tout le bassin houillé avec une extrême rapidité, et on voit déjà accourir de tous côtés femmes et enfants éplorés que l'on a toutes les peines du monde à maintenir. L'angoisse se lit sur tous les visages. Des scènes déchirantes se produisent. L'état de la population est navrant. On évalue le nombre total de victimes à 1200. Les mineurs que l'on descend dans un tonneau ont entrepris la tâche périlleuse d'enlever un à un tous ces cadavres. Malheureusement, les équipes de sauveteurs ne peuvent rester que très peu de temps au fond à cause des gaz qui se dégagent. On craint que la décomposition des cadavres ne rende bientôt le fond de la mine absolument irrespirable. Il est encore difficile de déterminer exactement les causes de la catastrophe.
On prétend aujourd'hui que ce n'est pas le grisou, mais simplement un mélange de gaz détonnant qui, au contact d'une lampe, aurait produit l'explosion et allumé ensuite les poussières de charbon. Ce n'est pas la seule version. Certains estiment qu'il s'agit réellement d'une explosion de grisou. Il est certain en tout cas qu'un incendie avait été signalé depuis plusieurs jours dans la fosse numéro 3. On avait même commencé les travaux pour le circonscrire et on pense que c'est peut-être la rupture de ces travaux qui a permis au gaz d'entrer en contact avec les lampes. Il faut remarquer en effet qu'aux mines de Courrières, on travaille toujours à lampe découverte, le grisou y étant inconnu. On peut à l'heure présente évaluer sur des chiffres communiqués par l'administration des mines et par la suite à peu près certains l'étendue du deuil qui désole cette malheureuse population. Le nombre de mineurs disparus est de 1060. Le total des victimes s'élèverait à 1150. On enregistre sur ce point des détails qui navrent. Une pauvre veuve avait 9 enfants qui travaillaient tous à la mine et au prix d'un rude labeur. Répondaient dans la maison l'aisance et la joie. Il ne lui en reste plus que 2. Les cadavres des 7 autres sont restés dans les profondeurs du sol brûlant. Dans les cités ouvrières bâties autour des fosses, il n'est presque pas une famille qui n'ait à déplorer la perte d'un des siens. La catastrophe a privé de la plupart des hommes valides certaines communes du Pas-de-Calais. C'est ainsi qu'à Noyelles, 80 mineurs ont disparu et 500 à Salomine. Ces chiffres disent avec une douloureuse et tragique éloquence l'horreur de l'immense désastre. Je continue avec un beau texte de Jean Jaurès de l'Humanité du 11 mars 1906. Justice. Le cœur se serre de douleur et d'angoisse devant la catastrophe de la mine de Courrières. Quel est le nombre de victimes ? On ne le saura sans doute que dans 1 ou 2 jours. Mais c'est toute une région qui est frappée au cœur. Est-il possible d'établir des responsabilités ? Il faudra les rechercher sans parti pris, mais sans faiblesse. Est-il vrai que le rapport parlementaire sur les mines signalait l'insuffisance d'aération de la mine de Courrières ? Je n'ai pas eu le temps de m'en assurer. Il se peut après tout qu'il y ait encore dans le maniement des forces naturelles une part de fatalité que la raison de l'homme n'a pu réduire. Il se peut que même exploitées collectivement sans âpre souci immédiat du dividende, les mines puissent encore être parfois surprises et ravagées par l'explosion sauvage des forces aveugles. Mais du moins, la société humaine aura fait alors tout ce qui dépend d'elle pour assurer aux ouvriers mineurs un destin tolérable. Aujourd'hui, elle ne le fait point. Quelle est pour ces ouvriers de la mine la récompense de tant de fatigue et de tant de périls ? Ils n'ont pas dans la mine des droits certains, où ils n'ont que des rudiments de droits. Ils peinent, ils souffrent, ils meurent, et une large part du produit de leur travail va gonfler le capital oisif. Ils creusent des galeries profondes, ils déchaînent au contact de leurs pics ou de leurs lampes les forces de destruction qui les ensevelissent sous la terre éboulée ou dans les flammes jaillissantes. Et ils peuvent être renvoyés par le caprice d'un patron. Ils n'ont pas la joie de se dire « cette mine est à nous tous ». Elle est à la nation des travailleurs, et dans la perpétuité de la propriété sociale, nos fils et les fils de nos fils trouveront à jamais une garantie de liberté et de bien-être et de dignité. Non, ils ne peuvent pas dire cela, car la mine appartient au capital. Elle n'appartient pas à la communauté et au travail. Cette mine où ils peinent, où ils succombent, cette mine qui est un dur chantier, toujours et parfois un sinistre tombeau, il l'aime malgré tout, parce que l'homme aime ce à quoi il se donne. Mais comme il l'aimerait, comme il l'adorait, si elle était dans la cité souterraine du travail libre et de la justice sociale. Même les catastrophes seraient moins cruelles, si elles étaient imputables à la seule nature et si l'humanité avait fait tout l'effort qu'elle peut faire pour les prévenir. Ce qui est terrible, c'est de se dire devant ces morts que la société n'a pas été juste pour eux,
qu'elle n'a pas respecté et glorifié en eux la dignité de la vie, qu'elle les a laissés à l'état de salariés, c'est-à-dire dans une condition inférieure. Ils ont disparu avant d'avoir connu ce degré plus haut de vie matérielle et morale que l'organisation communiste assurerait à tous. Et pourtant, cette organisation est possible, dès aujourd'hui. La résistance des égoïsmes, la routine des préjugés s'y oppose encore. Mais dès maintenant, le groupement ouvrier fédéré dans la nation pourrait prendre en main la grande production. Combien de temps encore permettrons-nous que la mort fauche des salariés ? Ce sera ennoblir la mort que d'offrir à ses coups des hommes vraiment pleinement libres, fiers de la justice sociale enfin conquise. Maintenant, ce sont des foules à demi pliées par la servitude qui entrent en rampant dans le tombeau. Demain, ce seront des hommes de liberté qui entreront debout jusque dans la mort. Par quelle tragique et significative rencontre la catastrophe de Courrières coïncide-t-elle avec les combinaisons de la crise ministérielle ? Du fond des fosses embrasées, c'est une sommation de justice sociale qui monte vers les délégués politiques de la nation. C'est la dure et douloureuse destinée du travail qui, une fois de plus, se manifeste à tous. Et l'action politique serait-elle autre chose que le triste jeu des ambitions, des vanités, si elle ne se proposait pas la libération du peuple ouvrier, l'organisation d'une vie meilleure pour ceux qui travaillent? C'est sous ce signe terrible que naîtra le gouvernement de demain. Comprendra-t-il ce formidable avertissement des choses? Et c'est donc signé Jean Jaurès. Magnifique texte, merci beaucoup Pierre. Dans l'Humanité, directeur politique du journal, c'est effectivement fondateur du journal, c'est Jean Jaurès. Alors je poursuis, je prends le relais avec un article du Réveil socialiste anarchiste paru à Genève. Donc à ce moment-là, dans cette époque-là, le 17 mars 1906, à ce moment-là, le Réveil socialiste anarchiste est un hebdomadaire, c'est le numéro 163 de la 6e année. On y va avec le Réveil socialiste anarchiste. Le crime de Courrières. Dimanche matin, les journaux nous apportaient les premières nouvelles de la catastrophe, entre guillemets, survenue la veille dans les mines de Courrières, dans le Pas-de-Calais. Depuis, les détails abondent en scènes d'horreur et de deuil, mais jusqu'ici, les responsabilités semblent vouloir échapper à la publicité. Un mot d'ordre a été lancé et nous allons voir les plus effrontés mensonges palliés aux responsabilités d'un tel désastre. Peu à peu, cependant, la vérité se fera jour, mais pour l'instant, nous en sommes réduits aux quelques faits connus que la colère des mineurs laisse échapper. Ils sont significatifs dans leur laconisme. Depuis plusieurs jours, un incendie s'était déclaré dans une des fosses. Les ingénieurs l'avaient localisé en établissant des barrages. Et, ayant constaté que les gaz produits par la combustion s'échappaient dans la direction donnée par les appareils de ventilation, ils avaient jugé que le travail pouvait être continué sans appréhension. C'est sur une aussi fragile garantie que 1800 mineurs furent renvoyés à la mort d'un cœur léger par le personnel directeur. Que les appareils cessassent pour un instant de fonctionner, et c'était la mort par l'asphyxie et par le feu. Comme qu'il en soit, dans l'impossibilité de tout prévoir où seraient trouvés des gens soucieux de la vie de toute une population, des mesures de prudence s'imposaient. Aucune ne fut prise. Une explosion se produisit, les barrages opposés à l'échappement destructeur sont arrachés, les gaz s'échappent dans les galeries et toute la ruche ouvrière est surprise dans son labeur exténuant. Les uns meurent dans l'attitude du travail, le pic à la main, les autres courent, cherchent à échapper à la mort. Tout le monde se précipite vers les issues présumées, cherchant la vie dans un air respirable et trouvant la mort devant une barrière infranchissable de victimes ayant déjà succombé. Des éboulements se produisent, fermant toute issue aux fuyards. D'autres courent pendant des heures, emportant dans leurs bras qui un fils, qui un frère plus jeune,
s'oubliant eux-mêmes dans cette solidarité en danger qui a diminué chez le mineur le pur instinct de la conservation, si puissant chez le bourgeois fainéant. Pendant des heures, ils parcourent les galeries, tombant pour ne plus se relever. Dans leur course insensée, quelques-uns trouvent une issue et échappent ainsi à la mort pour venir raconter les affres de leur agonie au fond des puits. La commotion a été si forte que les parois du couloir de descente se sont rapprochées et qu'il n'est plus possible de descendre dans les galeries inférieures. Les secours s'organisent, mais le personnel dirigeant est incapable. Les mineurs font des essais surhumains, leurs tentatives demeurent infructueuses. 17 sauveteurs, c'est-à-dire 17 mineurs, trouvent la mort en essayant d'y arracher leurs camarades. Que faire ? 1200, 1500 hommes sont dans les puits. En sait-on exactement le nombre ? La compagnie fait une enquête et va de porte en porte s'informer, nous initiant au désarroi complet de son administration affolée. Les dernières nouvelles, qui ont, comme toutes les nouvelles, la prétention d'être exactes, nous apportent le chiffre officiel de 1212 manquants, 1200 travailleurs sacrifiés à la rapacité capitaliste. La compagnie appelle à son secours les équipes de sauvetage d'autres mines, de Westphalie même. Celle-ci, bien organisée, ayant tout l'outillage nécessaire, rend d'importants services et démontre par le fait l'incurie de la compagnie des mines de Courrières. Le gouvernement de la République, qui s'est préoccupé avec un soin jaloux de savoir si la loi de 1884 sur les syndicats s'appliquait aux employés de l'État, ne se préoccupait point de savoir si les compagnies minières prenaient les plus élémentaires mesures de sécurité et si elles étaient préparées à toute éventualité de sinistre. Mieux que cela, l'on sait déjà dans quelles conditions d'insouciance et de bonne grâce se font les inspections des mines ordonnées par la loi. L'on sait, avec quel œil bienveillant pour la compagnie avertie se font ces tournées officielles et avec quel sans-gêne les inspecteurs se laissent berner. La Troisième République, la Troisième République, dure aux prolétaires, aura été aussi douce que les régimes déchus pour toutes les entreprises du capitalisme dont elle a gardé avec soin les intérêts vis-à-vis surtout de leurs exploités. Aujourd'hui encore, nous voyons s'étendre la protection officielle sur l'œuvre de mort de Courrières. Au premier moment, la population des différents corons, demeurée valide, est restée comme hébétée devant l'étendue du désastre. Puis les sens raffermis, le désespoir affaissé de la première heure a fait place à une sourde colère qui s'est manifestée aux premières obsèques des cadavres retrouvés. Des discours violents ont été prononcés au bord des fosses. La compagnie fut accusée, les ingénieurs qui ont manqué à tous leurs devoirs ont été honnis et un chef qui s'avançait pour palabrer et circonvenir les assistants a dû s'éloigner devant l'attitude hostile des mineurs accablés. La colère grandit à mesure que les responsabilités s'établissent et cette colère peut devenir effective. Et alors, devant une explosion possible de la douleur prolétarienne, le gouvernement envoie de la troupe. Et oui, de la troupe. N'est-ce pas là le remède à toutes les souffrances des travailleurs ? Peu importe le désastre de Courrières. L'argent que la bourgeoisie et le peuple vont envoyer à une population désolée. Solidarité d'argent où le snobisme va trouver son compte, où les actionnaires des différentes entreprises du capitalisme vont envoyer quelques francs dans l'attente du dividende prochain, qui pour Courrières a toujours été d'une très belle venue. Hypocrisie que tout cela, mensonge ignominieux, car il s'agit surtout de montrer au peuple que dans un désastre, les classes disparaissent. Mais vous ne donnerez pas le change aux travailleurs conscients. Beaux prêcheurs d'union fantastique du capital et du travail, le fossé qui nous sépare s'agrandit chaque jour, et votre rapacité vient d'y jeter 1200 nouveaux cadavres. Les survivants, mères, enfants, vieillards, sauront, malgré votre charité, dresser le compte des responsabilités auxquelles vous voudriez échapper. Quelle sanction officielle sera donc donnée à une pareille démonstration de l'incurie des compagnies ? Basely, le député socialiste du Pas-de-Calais, a demandé une enquête officielle. 2 ans de balade dans le pays de l'équipe officielle pour finir par un enterrement de première classe. Voilà le plus clair résultat d'une enquête parlementaire. Clemenceau, il est vrai, vient d'arriver au pouvoir, mais cet homme qui attend son tour depuis 1871, qui s'est même réservé au 18 mars pour ce but constant de sa vie, gouverner un jour, s'est enquis surtout de savoir comment le gouvernement, dont il fait désormais partie, procédera aux inventaires d'églises. 1200 mineurs disparus dans quelques heures. Cela peut-il être mis en parallèle avec les Saint-Ciboires
de quelques vagues chapelles. La mine aux mineurs, la déchéance des compagnies, mais les socialistes ont si souvent déclaré que les travailleurs n'étaient pas prêts, sans jamais essayer de les y préparer du reste, qu'il ne faut pas y songer. C'est cependant la seule conclusion qui s'impose en face du crime commis par la compagnie de courrière et par le capitalisme tous les jours dans l'une ou l'autre de ces manifestations. L'expropriation directement accomplie par les producteurs. Il n'y a pas d'autre œuvre plus saine, plus nécessaire, plus urgente pour le prolétariat conscient. Ce ne doit pas être l'œuvre de demain, décrétée, mais l'œuvre d'aujourd'hui, pratiquement menée à bien. C'est l'idée qui plane au-dessus du charnier humain de Courrières. On termine avec un texte de La Voix du Peuple du 1er avril 1906. Assassins et voleurs, l'infamie de la compagnie de courrières. Ce que nous avions prévu se réalise. Après avoir assassiné environ 1600 mineurs, la compagnie de courrières manœuvre pour se soustraire à ses engagements vis-à-vis des veuves et des orphelins. Au lendemain de la catastrophe, la compagnie faisait annoncer qu'elle paierait les pensions, sans procès. C'était du bluffage, afin de préparer sans encombre l'escroquerie qu'elle rêvait. La meilleure preuve est dans son refus de publier les listes des mineurs descendus et restés aux fosses. Ce refus aura pour résultat d'obliger les ayants droit de pension à prouver la disparition de leurs parents. De plus, parmi les victimes restées au fond de la mine, il y a des Belges dont la preuve de disparition sera encore plus difficile à établir. À cette première ignominie, la compagnie vient d'en ajouter une qui dépasse tout en impudence. Elle vient de faire afficher dans les corons une invitation aux veuves et aux ayants droit de se présenter dans ses bureaux. Pourquoi donc ? C'est très simple. La compagnie espère que ces malheureux, qui ne sont au courant d'aucune rouerie et dont l'ignorance est considérable, se laisseront prendre aux belles paroles qu'on leur débitera et, moyennant une maigre somme, signeront une renonciation à la pension due. Le camarade Simon, dit Rick, a eu soin de bien avertir les veuves. Ne signez pas, ne signez rien. Malheureusement, il est à craindre que ces conseils ne soient pas suivis. Tandis que la compagnie se livre à ses scélérates manœuvres, le grand public se substitue à elle et accomplit l'œuvre des secours qui lui incombent. Les souscriptions affluent par centaines de mille francs et de millions. Certes, on ne peut qu'admirer cet élan de solidarité. Cependant, il est nécessaire d'observer que ce courant de pitié et d'humanité fait le jeu de la compagnie. La solidarité publique se substitue aux exploiteurs de la mine dans les secours à donner aux survivants de la catastrophe. Au lieu du comité de répartition des secours, combien plus utile, un comité de défense qui eut pour première besogne de forcer la compagnie à assurer l'existence immédiate de toutes les veuves et orphelins, et eût continué en l'obligeant à payer les indemnités et pensions qui lui incombent. Quant à la charité et à la solidarité publique, son intervention n'eût été logique que si la compagnie, étant ruinée, était incapable de payer. Or, il s'en faut qu'il en soit ainsi. Et c'est signé Émile Pouget, dont, voilà, pour les personnes qui suivent un peu l'histoire de cette époque-là, Émile Pouget qui est notamment un militant anarchiste, antimilitariste, syndicaliste, qui a fondé notamment le Père Pénard et qui était, au moment de la Commune de Paris, extrêmement actif. Merci beaucoup, Pierre. On va s'arrêter là, je pense, pour ce direct. Merci, William. Avec beaucoup de plaisir. Peut-être juste dire une dernière chose pour en terminer, c'est que, nombreux sont les textes que l'on n'a pas abordés ce soir, puisque c'était une version un petit peu expérimentale du CLS, du Cercle de lecture sociale. Évidemment que toutes ces sources seront mises à disposition sur le site internet en PDF. Que parmi ces sources, il y a la Revue, qui est un quotidien vaudois. Il y a également le Grutli, qui est un hebdomadaire, qui est l'organe du PS suisse. La Feuille d'avis de Lausanne, également, un quotidien de Lausanne. Le Réveil socialiste anarchiste, on a pris, donc, qui est un hebdomadaire dont on a pris 3 numéros. La Voix du Peuple, qui est un hebdomadaire également, français, l'organe de la CGT. CGT qui, à l'époque, était vraiment un syndicat extrêmement combatif. On en a pris 3 numéros également. Et puis l'Humanité, dont on a pris 4 numéros, l'Humanité, le quotidien, journal socialiste, fondé par Jean Jaurès, dont Pierre a lu le texte. Et puis quelques autres sources que l'on notera.
Pour les figures tutélaires, voilà, on a parlé d'Émile Pouget, on a parlé de Jean Jaurès, et puis il y en a un qui était effectivement extrêmement actif, c'est Benoît Broutchou, qui est un ouvrier et devenu journaliste, anarchiste et syndicaliste, une grande figure du mouvement syndical et libertaire dans le bassin houillé du Pas-de-Calais, donc en plein où la catastrophe des mines de Courrières s'est déroulée. On va dire de lui qu'il lui arrive de tenir des meetings jugés sur des becs de gaz, et que le nom auquel on l'oppose dans les articles, c'est Émile Basely, qui était effectivement ce qu'on appelle un jaune, donc un syndicaliste passé du côté des patrons. Voilà, je pense qu'on reviendra sur parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'horreur des mines de Courrières. Mais pour ce soir, on s'arrête là. C'est ça ? Absolument. Voilà, alors si jamais pour retrouver ou pour soutenir le CLS, www.libradio.org, à droite la rubrique dédiée CLS. Et puis il y a effectivement tout le passé qu'on a déjà commis. Et puis il y a un canal Telegram dont le lien est disponible sur le site. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt.